Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un exercice corrigé afin de déterminer le champ magnétique créé par un fil conducteur et rectiligne parcouru par un courant stationnaire d'intensité I. La méthode qu'on va utiliser, c'est l'application de la loi de Biot et Savart. Je commence par l'énoncé. Soit un fil conducteur AB confondu avec l'axe DZ est parcouru de A vers B par un courant stationnaire d'intensité I. Déterminé par application de la loi de Biot et Savart, le champ magnétique créé par ce courant en un point quelconque de l'espace. Déduire le champ créé par un fil infini parcouru par un courant d'intensité I. Déterminer le champ magnétique créé par un fil fini parcouru par un courant constant I en un point de son plan médiateur, c'est-à-dire en un point du plan médiateur de ce fil fini. Je commence par un petit rappel. Vous savez que lorsqu'on a une distribution de charge électrique, cette distribution de charge crée en son voisinage un vecteur champ électrique et chaque charge élémentaire de cette distribution crée en tout point M de l'espace un vecteur champ électrostatique élémentaire qui s'écrit d de E de M égale d de Q sur 4P epsilon 0, vecteur PM sur la norme du vecteur PM au cube, avec P est la position où est centrée la charge élémentaire et M est la position où on cherche le champ électrostatique élémentaire. Il existe une relation de ce type en magnétostatique qui lie le vecteur champ magnétique à la distribution de courant. En effet, lorsqu'on a un conducteur parcouru par un courant, ce courant est une source de champ magnétostatique, de sorte que chaque élément de courant crée en tout point M de l'espace un vecteur champ magnétostatique élémentaire qui s'écrit d de B au point M égale mu0 sur 4pi et dl vectoriel PM, vecteur PM sur PM au cube, avec P et le point où est centré l'élément de courant et M et la position où on cherche le vecteur champ magnétique élémentaire. Remarquez maintenant l'analogie entre les deux relations. Ici, 1 sur 4pi epsilon 0 a été remplacé par mu0 sur 4pi. La charge élémentaire dq a été remplacée par l'élément de courant IDL. On a ici vecteur PM, on a ici vecteur PM, on a la norme de PM au cube, on a la norme de PM au cube, mais ici on a un scalaire et ici on a un produit vectoriel. Soit maintenant notre fil conducteur AB, confondu avec l'axe DZ, est parcouru par le courant stationnaire d'intensité I de A vers B. Notre objectif, c'est déterminer le vecteur champ magnétique créé par cette distribution de courant en un point M quelconque de l'espace. Et la méthode qu'on doit utiliser, c'est la méthode de loi de Biot et Savart. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de prendre un élément de courant IDL centré au point P. Cet élément de courant crée au point M un champ magnétique élémentaire d de B qui s'écrit mu0 sur 4pi et dl vectoriel vecteur PM sur la norme de PM au cube. Avec P et la position où est centré l'élément de courant, M étant la position où on cherche notre champ magnétique élémentaire. Pour déterminer maintenant le champ créé par toute cette distribution au point M, d'après le principe de superposition, il faut sommer sur tous les éléments de courant de A vers B, donc intégrer d de B. Mais avant de sommer ou de faire l'intégrale, il faut savoir écrire correctement d de L et le vecteur PM, ainsi aussi que la norme de PM au cube dans notre situation particulière. Dans notre situation particulière, le vecteur dl, le vecteur déplacement dl est un vecteur déplacement
porté par l'axe dz. Donc il s'écrit dz fois uz. Mais on a ajouté ici l'indice P pour dire que il est centré au point P. C'est ZP. Le vecteur maintenant PM. Le vecteur PM par relation de Charles, on peut l'écrire PH plus HM avec H étant le projeté orthogonal du point M sur l'axe dz. Il est clair maintenant que le vecteur PH est un vecteur parallèle à l'axe dz. Donc, il s'écrit ZH moins ZP fois UZ. Mais ZH, remarquez que ZH égale à ZM connote Z. Et le vecteur HM, remarquez que le vecteur HM est porté par le vecteur UR. Donc, il s'écrit R fois UR. Maintenant, on peut faire le produit vectoriel, DL vectoriel PM, UZ vectoriel UZ égale vecteur nul. Il reste alors D de ZP fois R, ou bien R fois D de ZP, UZ vectoriel UR. Or, UR, UFU, UZ étant des vecteurs d'une même base orthonormée. Donc, on a la permutation circulaire. UZ vectoriel UR, on est en train de tourner dans le sens positif. Donc, il est égal à UFI. D'où le résultat, c'est R fois D de ZP fois UFI. Maintenant, on va appliquer la règle de tire-bouchon pour représenter ce vecteur. Ce vecteur, c'est UZ vectoriel UR. Et en appliquant la règle de tire-bouchon, de UZ vers UR, on est en train de tourner comme ça. Est-ce qu'on est en train d'enfoncer un bouchon ou bien de tirer le bouchon? On est en train d'enfoncer le bouchon. Donc, d'après la règle de tire-bouchon, que vous pouvez la trouver dans des vidéos précédentes, le vecteur est rentrant. Donc, il est représenté ainsi. Je passe maintenant à exprimer PM au cube, puisque le vecteur PM a cette expression, alors la norme de PM au cube égale Z moins ZP au carré plus R au carré et le taux à la puissance 3,5. Je reviens maintenant au vecteur champ magnétique élémentaire et on va remplacer chaque terme par son expression qu'on a trouvée. Et on trouve, c'est mu0 U sur 4pi. DL vectoriel PM va être remplacé par R D de ZP fois UFI. Et la norme du vecteur PM au cube va être remplacée par Z moins ZP au carré plus R au carré, le tout à la puissance 3,5 comme on l'a trouvé ici. Maintenant, pour déterminer le champ magnétostatique créé par toute la distribution du courant au point M, il faut intégrer sur D de B, c'est-à-dire il faut tenir compte de tous les éléments de courant allant de A vers B. Remarquez, donc ici on a B au point M, c'est l'intégrale de D de B. Ici la variable d'intégration c'est ZP, donc il faut que P parcourt de A vers B pour tenir compte de toutes les distributions de courant. Donc la variable d'intégration c'est ZP, donc c'est de ZA vers ZP. Alors c'est le résultat auquel on est arrivé. Et ainsi, on a appliqué toute la démarche qu'on doit faire physiquement pour pouvoir calculer le vecteur champ magnétique en appliquant la loi de Biot et Savart. Donc, à chaque fois qu'on nous demande de faire ou bien d'appliquer la loi de Biot et Savart pour déterminer le champ magnétique, la démarche qu'on a faite, c'est la démarche qu'on doit la respecter tout le temps. Et ce qui reste maintenant, c'est juste un calcul mathématique d'une telle intégrale. Donc, si on peut maintenant calculer cette intégrale mathématiquement, la réponse de la question est terminée. Mais est-ce que le calcul d'une telle intégrale est simple à faire? La réponse est non. Regardez cette intégrale, la variable c'est ZP et ZP figure ici. Alors, les matheux qui en regardant une telle intégrale peuvent résoudre le problème ou trouver le résultat, ça y est, leur mission se termine ici. Mais
on a un astuce de changement de variable à faire pour pouvoir calculer facilement cette intégrale. Donc, à chaque fois qu'on a un fil conducteur rectiligne parcouru par un courant et nous demande de calculer le champ magnétique en appliquant la loi de Biot-Savart, le changement de variable qu'on va faire maintenant, c'est un astuce qu'on doit toujours le faire. Alors, il s'agit de faire quoi? Il s'agit en fait d'introduire un angle alpha. Le suivant, c'est l'angle MHMP, auquel on doit respecter un sens. Par exemple, on peut choisir le sens trigonométrique comme sens positif. C'est important de choisir ce sens pour ne pas se tromper dans le résultat. Maintenant, à quoi est égal cos alpha? Cosinus alpha, c'est côté. Il s'agit d'un triangle rectangle. Donc, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, c'est HM sur PM. HM ici, c'est R. Et la norme de PM, c'est la racine carrée de Z moins ZP au carré plus R au carré. Il vient alors que cos au cube, c'est R au cube sur Z moins ZP au carré plus R au carré, le tout à la puissance 3,5. Je passe maintenant à exprimer tangente alpha, mais faites attention, ici, alpha a été choisi positif. Et le sens positif a été choisi dans le même sens que alpha. Et puis, alpha entre 0 et pi sur 2. Donc, tangente alpha devrait être positive. Et si tangente alpha devrait être positive, donc c'est la norme de HP sur la norme de HM. Donc, c'est Z de moins ZP, puisque Z est supérieur à ZP. Sur R. On passe maintenant à la différentielle de tangente alpha. Donc, la différentielle de tangente alpha, à quoi est égal lorsque alpha varie, c'est le P qui change de position. Donc, notre variable, c'est ZP. On va intégrer depuis la position de A jusqu'à la position B en sommant surtout les éléments de courant. Donc, c'est P qui change de position. Donc, D de tangente alpha, c'est moins D de ZP sur R. D'autre part, D de tangente alpha, c'est 1 sur cos carré alpha D de alpha. Donc, la dérivée de tangente alpha par rapport à alpha, 1 sur cos carré alpha. Bien, revenons maintenant à D2B, c'est-à-dire cette expression à l'intérieur de l'intégrale. Et on va essayer d'écrire ou bien d'exprimer D2B en fonction de alpha. On va plus voir le ZB. Elle est égale à moins mu0 sur 4pi. On a multiplié par R carré divisé par R carré, multiplié par signe moins 2 fois pour faire apparaître ce coefficient. Il vient alors, c'est moins mu0 u sur 4pi, 1 sur cos carré fois d de alpha sur R, cos au cube de alpha. Regardez, cos au cube, cos carré, on peut simplifier avec cos carré et on trouve moins mu0 u sur 4pi R fois cos alpha d de alpha fois u phi. Alors, remarquez bien que D2B maintenant a été exprimé en fonction de alpha. La variable a été changée. Bien, c'est le résultat auquel on est arrivé, D2B. Maintenant, on veut intégrer ou bien on veut chercher le champ magnétique créé par toute la distribution du courant. Donc, on doit intégrer sur D2B. Donc, avant, on a écrit D2B depuis ZA jusqu'à ZB lorsque la variable d'intégration était ZP. Si on remplace maintenant ZP par en fonction de alpha, on trouve cette expression. Mais lorsque ZP égale à ZA, le alpha, on va l'écrire alpha 1. Avec alpha 1, c'est l'angle MHMA. Donc, l'intégrale, lorsque Z égale à ZA, alpha égale à alpha 1. Et lorsque Z égale à ZB, le alpha va être alpha 2 avec alpha 2 MH MB.
Maintenant, regardez, cette intégrale est devenue une intégrale très simple. Les constantes mu0 u sur 4 pi r, primitive de cos alpha d alpha, n'est autre que sin alpha. Entre alpha 1 et alpha 2, on trouve alors moins mu0 u sur 4 pi r, sin alpha 2 moins sin alpha 1, le tout fois phi. Et si on veut faire rentrer ou bien éliminer ce moins ici, on trouve mu0 u sur 4 pi r sin alpha 1 moins sin alpha 2 phi. Faites attention ici, dans plusieurs corrigés, vous ne trouvez pas sin alpha 1 moins sin alpha 2, mais vous trouvez sin alpha 2 moins sin alpha 1, mais pour eux, même s'ils n'ont pas indiqué, ils ont choisi le sens positif dans l'autre sens ou bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Je passe maintenant à la deuxième question, c'est-à-dire à déduire le champ magnétique créé par un fil infini. Mais dans le cas d'un fil infini, c'est-à-dire lorsque z tend vers moins l'infini, l'angle alpha 1 tend vers plus pi sur 2. Regardez alpha 1 dans le sens positif. Donc alpha 1 tend vers plus pi sur 2. Et alpha 2 tend vers moins pi sur 2. Sin pi sur 2, ça fait 1. Et sin moins pi sur 2 égale à moins 1, il vient alors que le vecteur champ magnétique créé par un fil infini en un point M quelconque de l'espace égale à mu0 sur 4 pi r fois 1 moins 1, ça fait mu0 i sur 2 pi r fois le vecteur phi. Passons maintenant à la troisième question, c'est-à-dire à terminer le champ créé par un fil fini en un point de son plan médiateur. Mais dans le cas d'un fil fini en un plan de son médiateur, dans ce cas, alpha 1 et alpha 2 sont égaux en valeur absolue, mais ils n'ont pas le même sens. Donc, on a alpha 1 égale à moins alpha 2 qu'on peut noter alpha 0. Et dans ce cas, on trouve en définitif que le vecteur champ magnétique créé par ce fil en un point de son plan médiateur égale à mu0 u sur 2 pi r sin alpha 0 phi avec l'angle alpha 0, c'est l'angle MHMA. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau et à la prochaine. Merci.